Il y a quelques jours tout juste, le 13 mars, des images ont fuité sur Internet et l'on peut voir cette Il-76 de l'armée russe avoir un incendie au niveau du réacteur le plus à droite, le réacteur 4, réussir à éteindre cet incendie. Quelques secondes après, alors qu'il est en virage vers la droite, en retour vers son terrain d'où il vient de décoller il y a quelques instants seulement, ce réacteur tombe et l'avion part en virage engagé vers la droite, précipitant vers leur mort l'équipage, mais également les passagers. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur cet événement, de comprendre le talon d'Achille de l'IL-76, à savoir ses réacteurs. Ce type d'événement n'est pas sans nous rappeler un crash qui a eu lieu à Karachi il y a maintenant 14 ans, mais surtout nous interroger sur la perte de réacteurs en vol, quel impact pour l'équipage, la fameuse VMCA, la vitesse minimum de contrôle dans l'air, et ensuite, car il semblerait que les passagers étaient des membres d'équipage d'A-50, nous poser la question de l'impact d'un accident d'un transport aérien militaire sur la force armée. Et vous allez voir qu'en 1953, aux États-Unis, quasiment toute une promotion d'élèves officiers pilotes était décédée dans un accident d'avion. Allez, jingle. L'IL-76, c'est l'avion de transport russe qui est venu en remplacement de l'Antonov 12. Donc vous voyez le saut technologique, on ne parle pas tout à fait de la même chose. À l'heure actuelle, il y a environ 110 IL-76 de différentes versions, les anciennes ou les nouvelles, en service dans l'armée russe, mais quand même près de 1000 aéronefs ont été construits et une petite centaine détruits. Le programme remonte aux années 60, le premier vol c'était en 71, mise en service 74, il y a 50 ans quand même. Et la version de base est propulsée par 4 Soloviev D-30 que vous connaissez, avec la version post-combustion sur MiG-31. Cette version-là pousse alors 15 tonnes. La version qu'on retrouve sur l'IL-76, sur le Tupolev 154, sur les avions chinois Y-20, mais également H-6K, c'est une version qui pèse 2,3 tonnes, mais qui vous délivre quand même 10 tonnes de poussée. Nouvelle version sur les IL-76 modernisés, c'est le PS-90, qui notamment fait moins de bruit pour pouvoir faire des vols dans l'Union européenne. Vous avez des versions qui vont faire du ravitaillement en vol, c'est l'AAR, les tankers. Vous avez l'A-50 Mainstay, qui est une version dérivée pour faire surveillance et contrôle aérien. Mais vous avez même des versions bombardiers d'eau. Et l'objectif de cet avion, c'est pouvoir transporter du fret, du matériel, du personnel sur des pistes sommaires. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait en Afghanistan, avec 14 700 vols, avec 786 200 membres du personnel soviétique transportés et 315 000 tonnes de fret déplacé. Les IL-76 en Afghan ont été touchés au Stinger, au Strela, et pourtant ils ont réussi à ramener les avions. Ils avaient un taux de survivabilité qui était très fort. Plus récemment, en 2007 par contre, un IL-76 de Transavia Export, qui n'a rien à voir avec notre compagnie nationale, a été abattu à Mogadiscio en Somalie par un solaire très courte portée, et là 11 personnes sont décédées en fonction de là où ça tape par moment. C'est quand même compliqué à ramener. Encore une fois, pas de siège éjectable sur ces avions. Et les IL-76 ont déjà connu de nombreux incendies réacteurs. Et la plupart du temps, c'est parce que le réacteur accroché à l'aéronef n'était plus vraiment à jour d'un point de vue maintenance. Et c'est ce qu'on retrouve dans de nombreux comptes rendus d'accidents. Alors on a regardé un petit peu chez Débrief les 95 pertes de cellules d'IL-76 et on a trouvé pas mal d'exemples qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. Si vous reprenez en 1979, au-dessus de la mer Caspienne, il y a un avion soviète qui s'est écrasé, 59 morts, c'est le plus gros crash pour l'Azerbaïdjan, et le souci venait d'un incendie réacteur, problème de design au niveau du réacteur qui après s'est propagé et l'aile a été perdue en vol. Donc, heureusement ils ont fait des modifs derrière, mais vous voyez,
C'était déjà un petit peu le talon d'Achille dès les premières années d'utilisation de l'avion. Après, en 93 et en 2001, vous avez eu des feux à bord qui sont mal terminés. Mais là, au vu du nombre de vols, au vu du fait qu'ils vont transporter des matières dangereuses, il n'y a pas de quoi vraiment sortir un voyant à l'air. Par contre, en 2008, décollage de Bagram, Click Airways 1002, un IL-76 TD, et bien lui décolle. Au niveau 280, son moteur numéro 3 explose. Et là, attention, c'est intéressant, ce n'est pas une explosion contenue, c'est une explosion non contenue. Ça va endommager le moteur 4, ça va endommager le fuselage, endommager le réservoir, mais heureusement, ils vont réussir à se poser en toute sécurité en Iran. Et vous voyez, généralement, quand ils ont des soucis au niveau de leur réacteur, ce ne sont pas des soucis contenus à l'intérieur du réacteur. Normalement, quand vous êtes fabricant de réacteur, vous voulez que ça reste à l'intérieur. Là, ce sont souvent des uncontained, comme on dit, des non contenus, et donc ça va envoyer des morceaux un petit peu partout, ce qui va être beaucoup plus gênant pour l'assurabilité de l'équipage. On regarde, je vous ai dit, des soucis de maintenance. En 2009, c'était un Aeroflot, un IL-76 qui décollait de l'Ouganda, qui s'est crashé dans le lac Victoria. 2 des réacteurs ont pris feu au décollage. Les 4 réacteurs étaient hors délai de maintenance. Mais le point le plus intéressant, c'est le 28 novembre 2010, un Sunwave Flight 4412, décollage de Karachi, et lui, 8 morts dont des personnes au sol, explosion du moteur droit, 5 tonnes de surcharge, dommages au niveau des réservoirs, dommages au niveau des commandes de vol, l'avion n'est pas pilotable, il se retrouve en virage droite, si ça vous dit quelque chose, regardez nos images du 13 mars, et ça tape le sol sans que l'équipage ne puisse regagner le contrôle de l'avion. Plus récemment, nous avions entendu parler le 24 juin 2022 d'un IL-76MD qui s'était écrasé, mais c'était un atterrissage dur, l'avion avait pris feu. Et il y a quelques semaines, c'était le 24 janvier, un IL-76 proche de Belgorod, où il y a eu beaucoup de désinformations. Est-ce qu'il y avait à bord des prisonniers, pas à bord des prisonniers? Je n'ai pas d'informations, je ne traite pas ce sujet-là. Par contre, donc le 12 mars, c'est la dernière perte d'un Ilyushin, 8 membres d'équipage, 7 passagers. Et ils ont tapé à quelques kilomètres seulement du terrain alors qu'ils étaient en retour avec quand même une forte inclinaison. Tout de suite, les Russes ont annoncé que c'était suite à une collision aviaire, à un oiseau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les réacteurs normalement doivent passer des certifications, doivent être testés, et on envoie des poulets à l'intérieur des réacteurs. Et je ne sais pas si c'est des poulets ukrainiens ou pas, mais ce sont des poulets bien costauds, bien énervés, qu'ils envoient avec beaucoup de vitesse. Et l'objectif justement, c'est de s'assurer que le souci au niveau du réacteur est contenu et ne vienne pas mettre en péril la structure de l'aéronef. Maintenant, un avion est fait et est réfléchi pour pouvoir fonctionner avec un moteur en moins, 2 moteurs en moins ou même les 4 moteurs en moins et continuer à planer, être dirigé. Dans certains cas, ce n'est pas possible malheureusement. Néanmoins, vous connaissez tous le cas de l'A320 de Sully, où en double panne moteur à cause de collision aviaire, l'avion reste pilotable et il a pu se poser en toute sécurité. Dans d'autres cas extrêmes, vous avez par exemple eu l'A400M à Séville, un avion de transport militaire, 4 moteurs. C'était en mai 2015. Il décolle, des soucis au niveau des calculateurs. 3 moteurs se mettent sur plein réduit, un moteur plein gaz. Virage, il tente d'aller s'écraser dans un champ. Ça ne se passe pas très bien. Donc avec 4 moteurs, vous en perdez un, tout va bien. Vous en perdez 2, ah, c'est moche, mais ça peut encore le faire. Vous en perdez 3 ou 4. Eh bien là, il va falloir voir si vous arrivez à gérer la contrôlabilité de l'avion, la fameuse VMCA. Si vous décélérez en termes de vitesse et que vous avez par exemple un moteur qui pousse à fond à gauche mais pas de propulsion à droite, vous pouvez vous retrouver avec des soucis de contrôlabilité de l'avion à basse vitesse. Donc il faut faire très attention à ça. Dans certains cas, basse vitesse, que les moteurs qui fonctionnent d'un côté, vous allez devoir vous retrouver à réduire la puissance de vos réacteurs restants pour récupérer la contrôlabilité de l'avion. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà expliqué sur la chaîne. Donc il faut faire très attention en cas de panne moteur. Et si vous avez une panne non contenue, vous perdez les 2 moteurs d'un côté, doutez bien qu'il peut y avoir du couple. Vous allez vous retrouver en virage plus facile vers la droite. Et là, eh bien, si vous êtes trop lent, vous pouvez ne pas réussir à sortir du virage.
tant que vous n'avez pas accéléré. Les pilotes, ils sont formés, ils sont entraînés, mais voilà, il faut faire du maintien de compétences en permanence. Pour ce qui est des pannes non contenues de réacteurs, c'est arrivé sur 737 de Southwest avec une pilote ancienne du F-14 et du F-18 qui avait ramené l'avion. Malheureusement, une passagère était morte à cause des éclats de réacteurs, mais sur une compagnie nationale, vous avez forcément entendu parler de l'Air France 066, le 380, Charles de Gaulle, Los Angeles, qui au-dessus du Groenland a eu un souci au niveau d'un de ses réacteurs. Un morceau est même tombé dans la neige du Groenland, plutôt dans la glace. Et ce n'était pas sans rappeler Qantas 32, un autre 380, qui également avait eu un souci avec l'explosion du réacteur ou d'une partie du réacteur. Et là, encore une fois, énormément de panne à cause de ça. Dans les deux cas, les équipages avaient pu ramener les avions. Donc, en résumé, panne contenue, panne non contenue au niveau du réacteur. Si elle n'est pas contenue, vous avez des risques de dégâts autour. On l'a vu avec le crash en 2010 du côté de Karachi. Ça peut vous entraîner fuite hydraulique, des fuites de carburant, des soucis au niveau de la contrôlabilité de l'aéronef. Et là, eh bien, ça va être extrêmement complexe de pouvoir piloter l'avion s'il est déjà en virage. Si vous êtes en vol rectiligne horizontal, vous avez peut-être des fois la possibilité de jouer avec la poussée différentielle des réacteurs. Mais si vous avez perdu vos deux réacteurs d'un côté, eh bien à ce moment-là, votre avion ne sera plus contrôlable. Et c'est pour ça que les motoristes travaillent dur pour éviter ce genre d'explosion et qu'il faut respecter les délais de maintenance et ne pas mettre des moteurs qui ne sont plus censés être avionnés, car en 2010, l'IL-76 à Karachi, eh bien les moteurs étaient censés avoir été jetés il y a longtemps. Alors maintenant, je voulais en profiter pour revenir sur l'importance du transport militaire, les COTAM, comme on dit en France, le commandement du transport aérien militaire. Pourquoi? Parce que vous avez du personnel très haute spécificité, par exemple, qui va voler sur Mirage, qui va voler sur Sukhoi, qui va voler sur Rafale, et vous allez transporter ce personnel, ainsi que les mécaniciens parfois avec vos vols militaires. Et le 17 juillet 1953, un Q-2 Flying Boxer de l'US Navy décollé de Whiting Field, où j'ai fait ma formation aux États-Unis sur T-34C. Il venait de refaire le plein, il continuait vers le Texas. Et ils avaient une quarantaine de ROTC, de jeunes officiers en formation à bord. Et l'équipage n'était pas très habitué au vol de nuit à l'époque. Et ils se sont écrasés après le décollage. Et 44 des 46 occupants sont décédés, rayant d'un coup, eh bien, toute une promotion d'élèves officiers. Donc vous avez ce danger quand vous êtes en transport militaire, cette responsabilité de déplacer des experts, des parachutistes, de déplacer des mécaniciens. Vous prenez le cas de la chasse embarquée. Avant, à mon époque, eh bien, régulièrement, vous aviez des mises en place et vous allez avoir un avion de l'armée de l'air qui venait, qui récupérait tous nos super mécanos avec certains 15-20 années d'expérience. Vous mettez tout ça dans un avion et après, l'avion partait de Landivisiau, par exemple, et allait à Istres. Ça, on faisait ça à l'époque. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité pour l'équipage de l'Airbus de transport à ce moment-là? Elle est énorme. Si l'avion s'écrase, on raye d'un coup quasiment les 3/4 de nos mécaniciens très compétents sur Rafale ou sur Super Étendard. Donc ce COTAM, c'est très pratique pour déplacer le personnel. Néanmoins, c'est un talon d'Achille et la France s'était rappelé ce douloureux fait lors d'un décollage de Broussard. C'était pendant la guerre froide et à bord il y avait plusieurs pilotes de chasse et ils s'étaient écrasés lors de la montée initiale après le décollage. On avait perdu d'un coup en gros le tiers d'un escadron. Donc on met souvent l'accent sur le professionnalisme et la complexité du pilotage d'un avion de combat. Il ne faut pas oublier que dans les forces aériennes militaires, vous avez également des pilotes dont le travail peut ressembler à celui d'un pilote de ligne qui vole sur Falcon 7X, qui vole sur Falcon 900, qui vole sur des petits jets pour déplacer des membres du gouvernement, pour déplacer des officiels, mais également pour déplacer nos professionnels, nos forces spéciales, nos pilotes quand ils font des mises en place. Et la responsabilité est tout simplement énorme pour ces équipages. Et même si le job en soi peut paraître un petit peu moins excitant ou un peu moins tactique, vous voyez que d'un point de vue stratégique, l'impact est encore plus fort. Si effectivement, dans cette IL-76 qui allait au tas il y a maintenant quelques jours, il y avait des équipages d'A-50, rendez-vous compte, 2 A-50 abattus, ça fait 2 équipages abattus. Cette IL-76 avec à son bord des équipages qui venaient récupérer d'autres avions perdus également, c'est tout simplement énorme d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue compétences. Et une fois que celle-ci est perdue, eh bien pour remonter en gamme, c'est extrêmement difficile et cela prend des années. Et vous l'aurez bien compris, cette sécurité, cette préservation des capacités opérationnelles d'une armée, ça se fait à tous les niveaux, que ce soit dans le cockpit au niveau des pilotes, mais surtout
au niveau des mécaniciens et au niveau de la navigabilité, les personnes qui vont autoriser un avion à partir en vol, car en tant que pilote, vous avez accès à certaines informations, mais vous n'êtes pas mécanicien. C'est pour ça qu'on le dit, on le répète, mettre en œuvre un avion, vous avez peut-être un pilote dedans, mais vous avez toute une armée derrière, avec une multitude de spécialistes qui ont tous leur impact sur la sécurité de leurs collaborateurs et in fine, la sécurité de leur nation. Et c'est pour ça que dans l'aviation, nous sommes aussi à cheval sur la sécurité. À voir si nous avons un jour un compte-rendu de la part des Russes sur ce crash-là, mais il semblerait que ce soit explosion non contenue du réacteur droit, dommage au niveau du réacteur à côté, dommage au niveau de la contrôlabilité de l'aéronef, virage avec forte inclinaison pour essayer de venir s'aligner, faire la piste, forte inclinaison, réduction de la vitesse, augmentation de la traînée, problème de contrôlabilité, et ça finit comme en 2010. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Fly safe. Oh shit! This is not good. Shit, we got a flame out, man. Engine 1 is out. Engine 2 is out. Goose, I'm losing control. I can't control it. It won't recover. Shit. It's coming up, man. We're out of control. This is not good. This is not good.